vous parler brièvement de WiMake. Je suis certain que bon nombre d'entre vous connaissent également ce dispositif. Toutefois, je vais vous rappeler ce que veut dire son petit nom. WiMake, c'est pour West European Atlantic Marine Energy Community. Donc, comme le C du WiMake l'indique, nous sommes une communauté, un programme sur le territoire des Pays de la Loire qui s'attelle aux énergies marines renouvelables via trois axes, des axes recherche, comme vous pouvez le voir, un axe innovation et un axe formation. Pour ce faire, grosso modo, WiMake a plusieurs levées d'action dans ces champs d'intervention, avec notamment un dispositif de financement de programmes de recherche par un système d'appel à projet, mais également les interventions de WiMake se font par le cadre de propositions de formation euh, faites par les membres de WiMake, et je pense notamment, bien évidemment, à Nantes Université et l'École centrale qui prodiguent des formations sur les énergies marines renouvelables qui sont mises en musique dans le cadre de WiMake notamment. L'objectif de WiMake, je ne vais pas vous la détailler plus que ça, mais nous avons une feuille de route qui vous donne un cadre, une grille de lecture des projets qui peuvent rentrer dans le dispositif WiMake. Et bon, même si je ne vais pas m'appesantir dessus, nous avons quatre objectifs principaux. Un premier objectif d'un driver de notre feuille de route et de nos actions qui est lié à la réduction du LCOE, donc le coût d'électricité harmonisé. Donc un premier driver économique, mais vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui guident nos actions. Et je pense à des éléments notables, notamment favoriser l'acceptabilité des EMR. Donc, bien que nous sommes dans un dispositif porté dans le sein d'une école d'ingénieurs, tous les sujets traités dans le cadre de WiMake ne sont pas que des sujets de sciences techniques de l'ingénieur. Nous sommes convaincus chez WiMake que la notion d'acceptation également est importante pour que les meilleures solutions technologiques puissent être mises en œuvre dans la vraie vie. Une fois que je vous ai dit tout ça, vous savez à peu près, normalement je l'espère, où vous êtes, pourquoi vous êtes ici, et donc vous avez la confirmation que vous êtes au bon endroit. Et je vais céder la parole, moi, maintenant aux porteurs de projet qui vont vous détailler un peu plus le projet Storm. Avant toute chose, vous allez voir qu'on parle d'observation donc sous-marine, de dispositifs de surveillance. Donc, on va parler de ROV. Je vais vous donner quelques brèves définitions. Donc, un ROV, c'est un Remote Operated Vehicle. Donc, c'est un véhicule qui peut aller donc sous l'eau et qui n'a pas forcément de vocation à être autonome, comme son nom l'indique. Il est remote operated, donc téléopéré, à ne pas confondre avec certains drones qui, eux, ont des notions d'autonomie. Dans ce monde de la surveillance et d'objets marins automatisés, il y a également des véhicules de surface, des Unmanned Surface Vehicles. Ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui, mais ça fait partie également du panel d'outils qui peuvent exister. Et je ne sais pas là si nous en parlons plus, mais il existe un certain nombre de dispositifs autres, type des gliders, qui peuvent être des engins qui sont placés sous l'eau pour des observations de très longue durée, avec une notion d'autonomie également, et également des dispositifs qui peuvent rouler au sol, téléopérés ou autonomes. Aujourd'hui, nous allons parler des ROV dans le cadre du projet Storm, avec notamment l'intervention de Seagull. Et là, je vous laisse la main. Mathieu, à vous deux. Allez, ben merci beaucoup pour cette introduction qui est très claire. Alors, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Storm. Storm pour service téléopéré d'opération robotique maritime. Ça a le mérite de la clarté dans son nom. C'est un projet multipartenaire dans lequel on a la chance d'avoir des industriels qui vont de l'ETI en passant par la PME, la Fondation OpenSea et des laboratoires de l'École centrale Nantes, ce qui nous permet à la fois de réaliser un objet industriel à la fin d'un projet, de faire une fonction une fonction opérante et de la tester et d'apporter toutes les derniers éléments de l'état de l'art scientifique amenés par les laboratoires.
Alors, je vais commencer par nous-mêmes, Seoul, qu'est-ce qu'on est là-dedans? On est le porteur du projet, donc à ce titre-là, je vais vous raconter en très peu de temps qu'est-ce que c'est Seoul. Seoul, c'est une société française, comme son nom l'indique, hein, ça paraît être une évidence. Donc, on est société 100% française qui a trois domaines d'activité principaux. On fournit de la ressource humaine dans le monde des énergies, que ce soit marine renouvelable ou les énergies oil and gas encore pour bonne part, sachant qu'on a une mutation qui se fait hein, très clairement des ressources qu'on fournit de l'oil and gas les énergies marines renouvelables. Et typiquement, une de nos spécialités, c'est la mise en œuvre des moyens de contrôle, de démarrage des champs. Typiquement, on a en ce moment le déploiement des centrales d'atterrissage des câbles des champs éoliens pour General Electric sous notre responsabilité. Voilà. On a une deuxième activité qui est tout à droite, qui est une activité d'armateur, et on est donc une société de marins. On est armateur de gros navires qui sont exploités principalement pour le compte de l'État français, soit pour la sauvegarde en mer, soit pour l'entraînement de notre marine nationale. Et puis, on a une division technologique que j'ai la chance de piloter, qui s'appelle Seoul Technology Solutions, où on a comme spécialité de faire des systèmes et des systèmes avec de l'autonomie décisionnelle dont je vais vous parler après. En termes de taille, on est une société, alors les chiffres qui sont là datent un tout petit peu, on est une société qui fait à peu près 1000, enfin à peu près 2000 personnes et sur lequel on fait aux alentours des 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, je crois, je sais pas si j'ai la main. Non, j'ai pas la main. Donc, si vous pouvez passer à la suivante, ou je sais pas comment j'ai. Enfin, si j'ai la main, je sais pas faire. C'est peut-être l'autre option. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait de la technologie? C'est un grand. Il y en a une qui a sauté. Il y en a une qui a sauté. Eh La ben oui, il y en a présentation de une qui a Cigole sauté. Vous Technologies. avez bel et bien la main, hein. C'est sur votre clavier que je pense que vous pouvez le faire gauche-droite. Bah, je sais pas. Moi, il y a Non, marqué. bon, attendez, là, Ah ouais, vous pouvez contrôler l'écran. Ah ouais, je l'ai. Voilà. regardez, ça a l'air Ouais. bon, ça a l'air bon. Plus personne touche à rien. À vous de jouer. Hop, on bouge plus. Alors, comment est-ce qu'on fait de la technologie et avec quoi? On travaille sur 5 domaines. Nos domaines favoris, c'est la protection en mer. Donc, on vient faire des systèmes qui permettent de détecter de la menace autour des navires militaires, qu'on appelle des désignateurs. C'est des centrales inertielles qui nous permettent de localiser depuis un opérateur qui est en passerelle, de lui autoriser, de lui donner des moyens de localiser une menace alentour et de lui donner en 3 dimensions le positionnement de sa menace par rapport à la position du navire militaire. On fait des USV. USV, ça veut dire Unmanned Surface Vehicle, vous l'avez précisé tout à l'heure, pour l'entraînement de la marine et on simule l'attaque régulière de la marine nationale avec nos drones et eux luttent contre les drones et apprennent à lutter contre les drones. On fait de la surveillance maritime, donc on vient détecter de la menace maritime. On fait des USV qui sont donc cette fois de plus grande taille et qui, eux, vont être des objets d'intervention maritime. Et puis des navires téléopérés. Alors, quelle est la différence entre un USV et un navire téléopéré? Je vais y venir un tout petit peu après, mais en gros, c'est le niveau d'autonomie décisionnelle. Aujourd'hui, on a un peu plus de 50 personnes. Alors, c'est principalement des ingénieurs, des docteurs en sciences qui composent l'équipe. C'est une équipe qui est extrêmement forte en termes de réalisation technique et qui est basée sur des compétences qui vont du logiciel embarqué en passant par la robotique, la cybersécurité, l'électronique et un tout petit peu de conception hardware. Le gros de notre métier, c'est vraiment de la robotique de la robotique et du logiciel. Hop, pourquoi ça tourne pas? Je dois pas être très fort avec ça, hein. Ah, bah, ah, j'ai appuyé 2 fois. J'essaie de revenir en arrière. Donc je clique, je pense. Voilà. Alors, pour faire de la R&D, pour réaliser des produits et pour développer une entreprise de ce genre-là, on est parti d'un principe, c'est que on commence par de la R&D et de cette R&D, on essaie de la cibler le plus possible sur un produit à sortir. Et on essaie d'être incrémental, de partir d'objets souhaités par nos clients, de faire la R&D nécessaire
pour nous permettre les développements et puis de cette R&D sortir du produit. Je vous donne deux, trois exemples qui ont été faits à ce titre-là. Il y a quelques années, plus de 10 ans maintenant, on fait un premier projet de R&D qui s'appelle Sargos, qui est un financement multiple entre du financement étatique, ministère des Armées et du financement des pétroliers. Et de ça, on sort des systèmes de surveillance maritime. Les systèmes de surveillance maritime, on nous dit, c'est fantastique ce que vous faites. Est-ce que vous sauriez intervenir dans un schéma de détection de menaces maritimes avec des systèmes autonomes? Donc on lance un programme qui s'appelle C4M et dedans on fait quoi? On intègre de la robotique, on commence à intégrer des véhicules autonomes dans la surveillance maritime. De cet élément-là, ben, on sort un premier produit drone qui s'appelle Inspire et qui est développé pour le compte de Total, qui aujourd'hui est opérationnel et on crée l'autonomie décisionnelle. Donc partant de ça, on se dit, ben, on doit être capable d'aller un peu plus loin sur des navires un peu plus gros. On crée un programme qui s'appelle ROS et ce programme ROS nous permet de piloter à distance des navires de forte charge. On fait une première expérimentation sur un navire de la flotte Sea-Hall, un navire de 80 mètres, et on le déploie progressivement sur du produit. Aujourd'hui, on franchit une nouvelle étape avec le projet Storm qui est de passer dans une logique de système de système. C'est-à-dire qu'on embarque dans le navire robotisé un sous-système qui est un robot, un ROV, donc un Remote Operated Vehicle, qui est un robot sous-marin qui va faire une opération. Donc on a un système de système, un robot dans le robot qui permet de faire une sous-opération. À chaque étape de progrès, bah, écoutez, on développe des nouvelles solutions et on les met progressivement sur le marché avec un succès qui est, bah, on va dire, à la hauteur de nos espérances ou en tout cas pas bien loin. L'exemple, il y a quelques années, le navire Ross sortait et on pilote. Là, vous voyez le commandant du navire, qui est Ludovic Jean, qui est un des commandants de la flotte Sea-Hall, qui pilote son bateau depuis l'école polytechnique à Paris. Et on obtient de la part de la ministre de la Mer de l'époque, qui était Annick Genevard, on obtient le permis de navigation. C'est une gageure de l'obtenir puisque c'est à la fois une responsabilité technique et énormément une responsabilité de sécurité. Vous avez un navire de plusieurs milliers de tonnes qui navigue tout seul avec personne à bord et il faut démontrer qu'il n'est pas plus dangereux que s'il embarquait des personnes à bord, qui va même réduire la dangerosité du navire. Et donc, on obtient ce premier permis de navigation. On est sur un proof of concept, on est clairement sur de la R&D. Ça a 4 ans maintenant et on est sur de la R&D équivalente à ce qu'on fait aujourd'hui dans Storm, dans cet autre projet qui s'appelait Ross. J'ai l'immense plaisir de vous dire que donc en 2023, on a signé un contrat d'études pour étudier la possibilité de faire un passage à l'échelle de ces objets-là. Et on signe un contrat d'études avec Abu Dhabi National Oil Company pour développer un landing craft, un navire autonome qui est un navire de transport de matériel euh, sur lequel on fait 2 ans de développement. J'ai vraiment l'immense plaisir de vous dire que semaine dernière, et pour tout dire exactement hier, semaine dernière, j'ai signé un contrat de réalisation de 2 premiers navires de 60 mètres full téléopérés pour le compte d'Abu Dhabi. Et hier, j'ai reçu ce contrat signé qui fait que toute cette science, toute cette recherche et développement qu'on fait en commun avec des multi-acteurs, eh ben, ça n'est pas uniquement un développement pour le développement, c'est vraiment une réalisation qui amène à des objets opérationnels, qui amène à de l'industrie, qui amène à de la science et de l'industrie qu'on vend à l'international. C'est de l'export sur du produit développé et réalisé en France. Donc c'est un de nos très beaux succès. Alors tout ça m'amène à quoi? Ça m'amène à comment on en est arrivé de ces objets-là à Storm. Bah, vous l'avez compris, on avait un bagage, hein, on a un background qui est de dire on sait téléopérer un navire et on s'est dit bah, quelles sont les missions qui sont intéressantes pour un navire téléopéré. Bah, finalement, ce sont des missions qui la plupart du temps vont nécessiter soit une opération de permanence à la mer sur lequel envoyer des gens longtemps et loin, c'est compliqué, soit des zones de danger, soit des objets comme ça. Et dans nos clients, je vous l'ai dit, dans nos clients groupes, dans nos clients généraux, on a des exploitants de champs éoliens, on a des exploitants de champs pétroliers aussi.
Et une des grandes questions qu'ils se posent, c'est d'observer ce qui se passe sous l'eau sur leurs infrastructures, que ce soit des éoliennes flottantes, que ce soit des éoliennes posées, que ce soit des FPSO, des champs pétroliers. Tous ces objets-là, ben, la notion de surveillance et de maintenance de ce qui se passe sous l'eau est un point essentiel. Comment est-ce qu'aujourd'hui c'est réalisé? Les opérations de ce genre, elles sont réalisées avec des bateaux qui sont équivalents aux navires que vous avez en photo là, qui s'appellent des AHTS. Ce sont des bateaux de 80-90 mètres qui emmènent une vingtaine de personnes à bord et dont le coût journalier est de l'ordre de 50 000 $. 40 000 €, 50 000 $, peu ou prou, c'est l'ordre d'idée, c'est ça. Et dessus, on met un gros système ROV, donc un robot sous-marin, et on fait travailler ce bateau, enfin ce robot depuis ce bateau-mère avec des opérateurs qui sont à bord et une opération qui peut durer extrêmement longtemps sur un bateau qui finalement ne va faire que très très peu de route. Il va rester au même endroit et va faire quelques kilomètres en plusieurs jours puisque son rôle principal est d'être statique et de mettre un autre robot à l'eau. Il nous a paru évident que si on savait remplacer ce robot par ce bateau, pardon, par un robot, par un navire téléopéré, par un navire qui n'embarque pas de personnel à bord, il y avait des gains à plusieurs titres, des gains sociaux qui font qu'on n'envoie pas des gens sur des périodes très très longues et surtout sur des fois des zones un peu complexes en mer. Des gains économiques, puisqu'on réduit très 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 nettement les coûts opérants avec des navires qui peuvent être plus petits pour réaliser la même fonction, plus simples, ou en tout cas avec des coûts d'opération largement plus faibles, mais également des gains écologiques du type enfin, d'empreinte carbone, puisqu'on peut faire la même fonction avec des objets qui pèsent environ 10 fois moins lourd et donc avec des opérations qui sont beaucoup plus légères et des opérations et des consommations énergétiques qui sont beaucoup, beaucoup plus faibles. Donc la vision qu'on s'est donnée au travers de ce projet, c'est d'offrir un service d'inspection et d'opération sous-marine qui soit dimensionné au juste besoin et qui soit robuste. Il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de réalité opérationnelle. Efficient, il faut que ce soit fonctionnel, ce que je viens de vous dire. Déployable un peu partout dans le monde sans avoir un besoin de permanence de support local, il n'y a pas de nécessité d'envoyer quelqu'un sur place, utilisable à la demande avec des coûts opérationnels qui soient acceptables, des risques humains qui soient minimisés, on ne crée pas de nouveaux risques, on ne crée pas de dangerosité avec du navire autonome et une empreinte carbone réduite. L'ensemble fait que c'est un projet de rupture technologique et qui nous amène à des solutions un petit peu particulières pour réaliser ça. Alors voilà l'objet et l'objectif qu'on s'est fixé en quelques mots. C'est de faire bah, ce genre de navire et donc de développer une chaîne complète d'opérations sous-marines téléopérées depuis le sol, dans lequel on est capable de téléopérer non seulement le navire, bien entendu, mais aussi le système de robot qui va sous l'eau, qui lui aussi est téléopéré, d'avoir quelque chose qui soit suffisamment fiable pour gérer la mise à l'eau, la récupération automatique, la certitude de l'opération et la certitude de ne pas faire un système qui resterait coincé sur zone et créerait une dangerosité ou un élément de complexité. Alors on arrive face à ça, quand on part de ce principe-là, quand on part de cet objectif-là, on arrive face à des verrous technologiques de premier plan. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y en a un premier qui est un verrou de latence. Quand on fait un système de système, à chaque empilement, on perd du temps dans le signal, dans l'information qu'on donne au robot. Si par exemple je donne à mon robot sous-marin l'information ou la demande de tourne le bras à droite pour saisir un objet et qu'il y a 2 secondes de latence entre l'ordre et l'exécution, ben, il y a de grandes chances que je ne saisisse jamais l'objet. Donc il faut trouver des subterfuges pour gérer ces sujets de latence. On a un deuxième exemple qui est l'interface à l'eau. Mettre un navire à l'eau, mettre un robot à l'eau depuis un navire, quand on est à bord du bateau, on va gérer le moment idéal pour descendre son robot dans l'eau en disant on est entre deux vagues, on est pile au moment où la mer s'est un peu calmée, c'est le bon moment, on y va. Quand on est sur un système distant, eh bien, il faut qu'on imagine des solutions pour que le robot mette tout seul à l'eau en gérant ce problème de dangerosité. C'est comme ça qu'on crée notre partenariat et c'est comme ça qu'on se dit,
Pour résoudre ce problème-là, il faut qu'on aille chercher l'ensemble des compétences de la chaîne de valeur pour avoir un système qui nous permette d'avoir personne à bord. Euh, voilà, je vais essayer de poursuivre. Ah oui, peut-être un élément supplémentaire. Non, bah, j'y viendrai par ailleurs. Alors voilà, donc on a construit un partenariat autour de ça. Il nous fallait, euh, il nous fallait construire une belle équipe et cette belle équipe, elle avait un principe. Ce projet-là, il a été construit sous l'égide de France 2030 et de BPI. Donc le premier des choix et le premier des critères était de trouver les acteurs nationaux nous permettant de réaliser le projet puisque c'est un projet national. Une fois que je vous ai dit ça, on a la chance d'avoir des acteurs à la fois industriels et académiques de premier plan, dont voilà la liste qui a été retenue. Seaol, en tant qu'opérateur de service, comme vous le savez, je vous l'ai dit au tout début, qu'est-ce qu'on s'est fixé? On s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on sait faire là-dedans? On sait concevoir le système cible, la fonction système. On sait gérer la téléopération du navire. C'est un acquis ou c'est des éléments qu'on avait déjà. Et on sait expérimenter en grandeur réelle et on a des outils pour faire de l'expérimentation et on a la capacité à déployer des marins. Il nous fallait un spécialiste du robot sous-marin. Eh ben, on s'est appuyé sur une compagnie qui s'appelle Exail, qui avant s'appelait Eka Robotics, qui était une ETI de premier plan dans la robotique sous-marine, un des leaders mondiaux, qui a comme particularité, en plus d'être une société amie, dont viennent plusieurs de nos ingénieurs chez Seaol, puisque on a une proximité, une histoire commune, hein. Je suis un ancien d'Exail pendant plusieurs années où j'y ai été très heureux. Et donc, très, très, très naturellement, on s'est tourné vers des gens dont on a la certitude de la compétence, de la connaissance, de l'envie d'y aller et de l'intention d'y aller, et qui, eux, amènent la fonction ROV. Euh, Après, il faut le système de levage, puisque un ROV, c'est suffisant, mais c'est pas, enfin, c'est intéressant, mais ça n'est pas suffisant. Il faut être capable de mettre à l'eau en temps réel et au bon moment. Et donc, c'est une espèce de grue embarquée, mais qui soit adaptée aux effets de mer et aux impacts de la mer. Donc, on s'est appuyé sur une société qui est une PME spécialisée dans les systèmes de levage maritime, extrêmement pointue dans ce domaine-là, qui travaille sur ce domaine depuis plus de 20 ans et qui a une capacité à la R&D très élevée. Et on leur a dit, bah, est-ce que vous vous sentez en capacité de développer un système de lancement et de récupération, un LARS pour Launch and Recovery System, qui soit capable de gérer tout seul la mise à l'eau et la récupération d'un drone, d'un USV, d'un ROV. Exactement ce qu'on voit. Alors, ce qu'on voit sur la photo à droite, c'est un système de mise à l'eau, mais un système manuel. Et on leur a dit, bah, maintenant, on veut un système en full autonomie décisionnelle. Au-delà de ça, une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit, bon ben, où vont être nos points de risque maximal qu'on ne sait pas comment les gérer du point de vue industriel? Ben, il y en a deux. L'un, c'est le franchissement du dioptre. Le passage de l'air à l'eau, l'endroit où le robot va traverser l'eau et la gestion de ce passage dans l'eau, le moment où on jette le robot dans l'eau. Comment on fait pour gérer ça? Ben, c'est avant tout un sujet de mesure hydrodynamique et de gestion hydrodynamique. On a fait le choix de faire un navire avec un trou à l'intérieur, avec ce qu'on appelle un moon pool. Donc c'est un trou au milieu du bateau qui permet de descendre le robot au milieu. Mais il nous fallait de la compétence sur ce sujet-là. Et donc, on s'est appuyé sur l'École centrale Nantes et sur son labo d'hydrodynamique pour nous faire de l'analyse sur comment développer ce genre de produit, comment faire un produit qui, sur le papier, sera au mieux. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est qu'un robot, bah, il va falloir qu'il rentre tout seul dans sa cage, qu'il retourne tout seul à la maison. Et donc là aussi, on s'est réappuyé sur le second labo de l'École centrale Nantes, sur le docking automatique, sur l'entrée automatique du robot dans sa cage. Et enfin, bah, une fois qu'on a dit ça, on s'est dit que comme vocation, un projet comme celui-là, il n'avait de valeur que s'il aboutissait à une réalisation technique. Et donc, on a eu le souhait très tôt de dire que l'objet et le résultat, la résultante de ce projet-là devait être un schéma, une réalité opérationnelle, un produit opérationnel. Et donc, pour ça, on avait besoin d'un centre d'essai qui a à la fois une capacité à nous amener des objets à aller vérifier et est capable de nous gérer une solution d'essai. Et donc, on s'est appuyé sur la fondation OpenSea au tout départ qui était dans Centrale Nantes et on poursuit avec la fondation OpenSea pour être capable de faire ces essais et de réaliser ces essais. Où en est-on? Où en est-on de ce projet?
C'est un très très beau projet. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Et au bout de 3 ans, bah, écoutez, on a des très très belles réalisations techniques. Tout à gauche, vous avez le bateau, qui est le bateau porteur, qui est réalisé par Seaall, qui s'appelle le Cyborg. J'ai fait un mélange. Le Cyborg est un bateau de 18 mètres, spécialement conçu pour ce projet-là, pour emporter un ROV qu'on a mis à l'eau il y a maintenant, je vais vous dire 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça, et qui a pour vocation d'embarquer ces ROV et qui est gérable complètement en autonomie décisionnelle. On y voit pour cette raison une énorme mâture avec un espèce de grand sapin de Noël qui nous permet de gérer les antennaires, mais aussi de gérer tout l'environnement maritime du robot bateau, du bateau robot, qui lui permet de savoir où il se positionne par rapport aux autres et d'être utilisé en bateau autonome dans un schéma de sécurité élevé. Au milieu, vous avez le robot sous-marin qui est un robot sous-marin avec un niveau de fiabilité accru, puisque c'est un robot qui est entièrement, complètement électrique. Il n'y a pas de système hydraulique à l'intérieur, qui a été conçu par Exail et qui a comme ambition d'être capable d'être opéré depuis ce bateau. Et sur la droite, qui est en cours de réalisation technique, qui est en cours de fabrication technique, qui sera intégré en toute fin décembre, début janvier, on a le système de mise à l'eau et récupération automatique qui passe au travers du bateau et qui va jeter à l'eau, descendre à l'eau ce robot et permettre une exploitation. Et pour finir, de façon un peu moins tangible, puisque c'est de l'analyse académique, on a évidemment l'accompagnement des laboratoires, et bientôt, je l'espère, on sera capable de montrer des photos, des essais qui seront faits à la Fondation OpenSea, avec un déploiement de premier plan. Alors, le projet, je vous ai montré une roadmap au début, vous disant, ben voilà, quand on développe de la R&D, on va ensuite sur du schéma client. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que ces produits-là, ces idées-là, cette R&D-là qui est en cours, eh bien, elle est aujourd'hui tirée par des clients potentiels qui nous disent quand est-ce que vous avez votre produit qui est déployable. Vous allez réduire les coûts, vous allez nous faciliter les opérations. Et donc, aujourd'hui, notre R&D est vraiment tiré sur l'opération et on est à peu près certain que des systèmes robotisés de ce genre seront opérationnels dans les mois et années qui viennent pour faire de l'inspection sous-marine de premier plan. Voilà, j'en ai fini sur cette présentation et puis bah, quand on sera à la présentation, à la fin de la présentation, je participerai avec plaisir à vos questions. Parfait, merci beaucoup Mathieu. Je vais donner le contrôle à Olivier. Normalement, je pense qu'Olivier, vous devez Ça marche, super. avoir voilà. Et à vous de jouer. Super, bah merci, bonjour à tous. Donc pour détailler, moi je vais détailler l'implication du LS2N dans ce projet. Donc c'est un projet BPI, pas ANR ou plus académique, donc on n'a pas une énorme participation, mais on a été contacté du coup pour gérer notamment les modes dégradés, parce que piloter à distance un robot qui a un navire de surface qui a des quelques dizaines, voire plus de mètres de marge pour ses manœuvres, c'est pas la même chose que réaliser la telle opération par satellite sur des ROV qui ont potentiellement besoin de faire de la manipulation ou de la navigation précise. Et dans le cadre de ce projet BPI, du coup, ça s'est formalisé via une thèse donc hébergé à Centrale Nantes, et on a proposé de se concentrer sur le mode dégradé du docking, donc quand le ROV doit rentrer dans sa cage. Donc comme vous pouvez le voir sur la figure de droite, on a le bateau en surface qui est connecté par satellite. Le bateau déploie une cage qu'on appelle la TMS, Traffic Management System. Et le robot, donc cette cage descend à la profondeur désirée, à la profondeur de travail, et le robot, le ROV, sort de cette cage, est relié à la cage par un câble, donc c'est là-dedans que passe la communication. Et c'est comme pour les robots aspirateurs, à un moment, il faut qu'ils rentrent à la maison. Donc il y a deux approches autour de l'inspection robotique dans la communauté académique. Il y a l'approche de gauche qui m'a longtemps séduit et sur lequel j'avais commencé à construire quelques projets de recherche et donc qui est dénommé les robots résidents. Donc l'idée c'est de se dire que quand on construit une ferme éolienne,
on va laisser des robots toujours à poste au pied de la ferme. Donc, ils ont des docking stations typiquement fixées au sol ou même posées sous une éolienne, typiquement l'éolienne flottante du SEMREV. On pourrait imaginer qu'il y ait une docking station vissée en dessous. Comme c'est une zone qu'on maîtrise, on peut mettre quelques balises acoustiques sur le fond ou même des balises acoustiques sur les éoliennes elles-mêmes. Puisque pour ceux qui ont déjà essayé d'échanger des données sous l'eau, sans câble, c'est assez compliqué. Et notamment, ça implique c'est relativement difficile de se positionner sous l'eau. Mais si on a accès à des balises acoustiques, on peut faire de la trilatération et se positionner assez bien. Donc la majorité des recherches académiques sont faites dans cette perspective d'AUV résident, avec du coup, donc il faut se dire, hein, dès qu'il n'y a pas de câble, ça veut dire que l'AUV, une fois qu'il est sorti de sa docking station, on communique plus avec lui, il réalise sa mission et il fait un feedback quand il est revenu à la docking station. Et voilà, donc dès qu'on a 5 cm d'eau, c'est terminé, il n'y a plus de communication, en tout cas au début. Le gros intérêt pour les académiques, c'est que bah, la station de docking est fixe. Donc bah, ça fait toujours un truc de moins à régler. On a une relativement bonne localisation parce que l'environnement est instrumenté. Donc pour la partie recherche exploratoire, c'est très bien, mais bon, au final, d'un point de vue opérationnel, ça veut dire qu'on a un système à quelques dizaines de kilo-euros qui est tout le temps dans l'eau, qui est inutilisé la plupart du temps. Et la question, c'est qui maintient le système, qui maintient le robot qui passe son temps dans l'eau, en fait, alors que le robot est là pour maintenir ou inspecter la ferme éolienne, mais qui inspecte le robot lui-même, qui s'en occupe? Donc, c'est pour ça que moi, j'ai été séduit vraiment par le projet Storm. Alors, une preuve que c'est pas une mauvaise idée, c'est qu'il y a beaucoup de projets concurrents dans d'autres pays. Il y en a en Norvège, il y en a au Royaume-Uni, il y en a aux États-Unis. Donc, c'est bien pour pour se dire que c'est sûrement une bonne idée, mais du coup, voilà, Seoul ne sont pas les seuls sur le sujet. Et dans ce cadre-là, donc ça va être la figure de droite, hein, du point de vue académique, on a beaucoup plus de difficultés puisqu'on va avoir une station en mouvement pour se docker, notamment dès lors que le bateau de surface est soumis à de la houle, même s'il y a un câble de plusieurs dizaines, centaines de mètres. Alors pour les éoliennes, ça va peut-être pas aussi loin, mais la TMS, donc la cage, il y a une partie de la houle qui est amortie, mais elle a quand même un mouvement vertical pas négligeable. S'il y a du courant, le bateau de surface, lui, est en dynamic positioning, donc il ne bouge pas, et bah, le courant va induire potentiellement un angle sur la cage qui va avoir une inclinaison due au filet de courant qui passe dessus et sur l'ensemble du câble vertical. Donc, pour quelqu'un qui aime bien faire de la commande des systèmes incertains, c'est très bien. Et on a une localisation potentiellement moins précise. Elle se fait avec une autre technologie également acoustique qui s'appelle de l'USBL, mais qui est souvent enfin qui est moins précise que l'approche de gauche avec des balises acoustiques bien réparties sur l'environnement. Par contre, d'un point de vue opérationnel, évidemment, ça se justifie beaucoup mieux puisque le système, alors c'est peut-être pas quelques dizaines de kilo-euros, là c'est un peu plus ce qu'on envoie en mer, mais l'avantage c'est que bah, on s'en sert tout le temps. Quand il a fini sa mission, il va faire une autre mission et donc c'est à la fois, enfin, ça a beaucoup plus de sens pour une entreprise de proposer un système comme ça qu'un robot résident qui serait lui-même difficile à maintenir. Donc évidemment, est-ce que je passe à la slide suivante? Ça marche ou pas? Ah, si, ça marche. Donc là, je vous ai remis une petite figure avec les différents systèmes de positionnement. Donc le LBL pour Long Baseline, ça c'est quand on a accès au fond marin ou à des installations, en tout cas c'est quand on travaille sur une zone qu'on maîtrise. Donc évidemment, pour un système comme celui de Storm, bah, c'est pas le sujet puisque le système robotique est indépendant de la zone de travail. On va avoir le SBL avec plusieurs balises acoustiques qui sont sous une coque de bateau. Alors le S, c'est exactement le même système que le LBL, mais le S, c'est pour short.
Donc on a une précision assez sympathique. Et puis dépendante uniquement du navire qui déploie le ROV. Et donc avec le USBL sur la dernière partie, où là c'est une technologie un tout petit peu différente qui fonctionne plutôt en polaire pour les scientifiques de la salle. Mais bon, c'est un peu la même idée. Donc historiquement, là je vous ai mis, alors j'ai pas cité les références, c'est pas bien, mais tant pis. Donc toutes ces figures ne sont pas de moi. Sur la photo sur les nombreuses photos de droite, vous voyez plein de designs dans le monde académique. Et on voit assez vite que c'est fait pour des AUV résidents. Donc vraiment dans la littérature, c'est ça qui sort beaucoup. Donc pour les AUV résidents, bah, la docking station, elle est posée au fond. Éventuellement sur la deuxième photo à partir du haut, là, en fait, c'est une docking station qu'ils déploient avec une grue au moment de récupérer leur robot. Mais vous voyez qu'elles sont vraiment adaptées à des AUV. Il y a vraiment cette forme d'entonnoir à l'entrée. Il n'y a pas la gestion du câble. Donc la docking station et le robot sont complètement déconnectés. Et elles sont généralement faites de façon ad hoc pour un robot donné pour avoir la bonne longueur, la bonne forme, etc. Nous, ce qui va nous concerner, c'est plutôt la figure du bas à droite, là, donc avec une docking station, donc une TMS connectée au robot. Et la TMS elle-même est amenée à être appareillée depuis le navire, donc on va pas en faire une. Enfin, il y a des contraintes de volume. Et on a généralement beaucoup moins de marge sur sur la place que ça prend. Donc il y a typiquement de 5 à 10, 15 cm de marge de chaque côté pour que le robot rentre. Il n'y a pas de système d'entonnoir, donc on est dans de la commande beaucoup plus précise. Et l'approche générale, qui est assez intuitive, hein, c'est que en fait, c'est l'approche utilisée par les pilotes manuels, enfin les pilotes humains, pardon. Donc quand on est trop loin, on va utiliser l'USBL, donc le positionnement acoustique pour pour se diriger vers l'entrée de la docking station. Et dès qu'on va passer en visuel, là les pilotes vont travailler uniquement en visuel par rapport à ce qu'ils voient. Donc le visuel et le sous-marin, on pourrait se dire que ça va pas bien ensemble, et effectivement, c'est pas forcément facile de mixer les deux. Donc je vous ai mis un peu quelques images, encore une fois tirées de la littérature, c'est pas du tout les miennes. Donc avec sur la gauche la vraie image et la partie segmentée après traitement d'image. Donc le gros intérêt quand même sur ces mécanismes-là, c'est qu'on a accès à la TMS, à la docking station, donc on peut l'instrumenter. Typiquement, on va rajouter des LED qui sont relativement simples à segmenter par traitement d'image, et on va se diriger uniquement sur ces LED. Donc l'approche classique, c'est de faire un calcul de pose. Donc ça, c'est si on connaît la disposition des lumières dans l'espace et on les voit quelque part dans une image, on peut calculer la position de la caméra par rapport à la TMS et du coup faire une commande en position. Quelque chose moi qui m'a beaucoup intéressé, c'est que en fait sur beaucoup de TMS, on a aussi une caméra à l'intérieur de la cage dont les pilotes se servent. Et dans la littérature, pour l'instant, il n'y a personne qui s'en sert de cette deuxième caméra, alors qu'elle donne pour moi des informations vraiment très intéressantes. Si vous voyez le déroulé temporel sur les images de droite, on voit vraiment le robot rentrer. Alors quand on voit la vidéo, il se cogne un petit peu, mais moi je pense que c'est une approche normale pour les pilotes de taper un petit peu la TMS. Et pour l'instant, personne n'utilise ça. Donc, c'est une piste qui est née dans le projet Storm en discutant notamment avec Exail sur la partie docking. Et je vais passer à ce qu'on a proposé nous, si les slides veulent bien passer. Voilà. Donc, faut bien voir que dans ce projet-là, donc on a une thèse sur le docking autonome. Par ailleurs, donc c'est quelque chose qui est venu un peu se rajouter de notre initiative. Évidemment, dans le cadre de projets collaboratifs, c'est pas forcément l'approche proposée par le laboratoire qui va être implémentée sur le produit final, puisque l'effet principal de la collaboration avec des académiques comme nous, c'est une montée en compétences globale de tous les acteurs industriels. Et notamment Exail a aussi regardé de leur côté ce qui pouvait
sur quoi ils pouvaient déjà travailler, même sur des approches de l'état de l'art, sur le docking, ce que nous, on n'a pas le droit de faire pour une thèse, on ne va pas faire de l'état de l'art pendant 3 ans. Donc on a proposé une approche originale pour la thèse, en sachant que c'est plus ou moins découplé de ce qui pourrait être implémenté sur le projet, enfin sur le produit final. Donc nous, ce qu'on a proposé de faire dans cette thèse, c'est que donc la plupart du temps, comme je montrais à la slide précédente, une segmentation est faite à partir des LED sous-marines pour faire un calcul de pose. Donc on sait où le robot se trouve par rapport à la TMS et on fait une commande dans l'espace euclidien. Donc on a une trajectoire idéale à suivre et on suit ça. Nous, on est parti sur une autre approche où la trajectoire, elle n'est pas dans l'espace euclidien, elle est directement dans l'image. Donc, si vous voulez, on a cette trajectoire idéale dans l'image de gauche qui est en 3D et on va calculer où est-ce qu'on verrait les LED si on suivait cette trajectoire idéale. Et ça apparaît sur l'image de droite. Donc, c'est les quatre trajectoires avec des points là. Et en fait, le robot après va uniquement essayer de suivre, de faire suivre à ce qu'il voit dans l'image les LED. Enfin, il va leur faire suivre un peu, moi j'appelle ça des rails visuels. Donc on va essayer de se débrouiller pour faire les mouvements qui font que les LED dans l'image suivent les trajectoires qu'on veut dans l'image. Donc à aucun moment on a besoin ensuite de recalculer où le robot se trouve par rapport à la cage. Et bon, c'est une approche qui n'est pas du tout investiguée pour l'instant dans le docking. Donc c'est très bien quand on est, quand on veut faire une thèse. C'est une approche qui a des avantages aussi bon, plus théoriques sur la précision, la robustesse, etc. Donc on a publié déjà un premier article là-dessus et on s'attend à soumettre d'autres choses. Et vraiment, on a été beaucoup nourri c'est quand on a commencé à montrer ça, dans les discussions avec Exail notamment, sur les contraintes réelles du docking, donc notamment la dynamique dans les grandes oscillations verticales, donc la houle, hein. Et en refaisant une passe dans l'état de l'art, un truc qui est vraiment prometteur, je pense, c'est d'utiliser la caméra de la cage dans la loi de commande, sachant que moi, une de mes spécialités, c'est la commande qui utilise plusieurs capteurs en même temps. Donc j'ai fait notamment du multicaméra pendant ma thèse, donc faire du multicaméra sous-marin dans ce cadre-là, ça s'y prêterait parfaitement. Voilà pour moi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations et merci d'ailleurs à tous les intervenants. Je vous invite donc à nous faire part de vos éventuelles questions, besoins de précision. Comme je vous le rappelle, c'est dans la partie en bas de l'écran, vous avez un truc questions-réponses. Actuellement, je n'en vois pas, mais peut-être que les gens sont un peu timides ou doivent digérer tout ça. Donc moi, je vais prendre l'initiative de vous en poser une, Olivier. Vous avez abordé le sujet là à l'instant je pense que c'est une forte originalité de votre approche là de non pas de vous appuyer sur le positionnement dans l'espace euclidien comme vous commenciez enfin comme vous l'expliquiez, mais avec cette notion de guide et de rail visuel que vous superposez, si j'ai bien compris, sur l'image vidéo. Donc c'est bien. Donc si vous avez été très clair, c'est que moi-même j'ai compris. Vous précisez qu'il y a des avantages, enfin vous nous l'avez dit là oralement, qu'il y aurait des avantages liés à la précision de cette approche versus celle que je vais résumer d'espace euclidien. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres avantages? Est-ce que, mais peut-être que je me trompe, est-ce que votre approche a peut-être des avantages liés à une rapidité de mise en œuvre de la méthodologie? Est-ce que c'est peut-être moins contraignant niveau, je sais pas, calcul, simulation de trajectoire de votre approche ou pas du tout? Non, les principaux avantages sont sur le fait que le calcul de pose, donc quand on a segmenté des points dans une image et qu'on va calculer la position de la caméra par rapport à ces points, le calcul de pose peut être entaché d'erreurs. Alors c'est un peu technique, mais c'est relativement sensible aux erreurs de mesure qu'on va faire sur les coordonnées des points. C'est-à-dire que si on se trompe un peu trop sur là où on a détecté les points, la pose qui va être issue du calcul de pose va être potentiellement très éloignée de la vraie pose. Alors qu'avec
avec l'approche qu'on a proposée là, en fait, c'est une approche de commande qui s'appelle de l'asservissement visuel, Mhm. sur lequel j'ai eu la chance de faire ma thèse il y a fort longtemps. Et il y a des mécanismes de robustesse inhérentes à ce formalisme-là. Donc on est beaucoup moins sensible aux erreurs de mesure dans les coordonnées des points. Et en plus, on peut définir des trajectoires vraiment très facilement. Alors pour le coup, le fait de passer de la trajectoire en vert à gauche à la trajectoire, les rails visuels là, à droite, ça c'est instantané. Enfin, alors si on devait le faire à la main, non. Mais les calculs de la projection des points des LED dans l'image, si on suivait la trajectoire idéale, c'est trivial c'est une opération en plus. Mais c'est complètement trivial pour un ordinateur de faire ça. Bien, merci. Donc, on est bien sur une robustesse, une qualité de l'approche qui est bien supérieure. Très bien, bah, merci beaucoup. Alors, je vois que nous avons une question qui est posée dans le chat. Je vais essayer de, de vous l'apporter. On me parle de l'attitude de la cage en Hive. Alors là, Monsieur Hervé, vous me préciserez si je suis à bon. Où on parle qui est assez problématique, le positionnement de la cage avec une sortie d'harmonique qui répercute du navire support vers la cage avec des ratios d'amplification. Visiblement, je pense que c'est ça qui préoccupe Monsieur Allaire qui se répercuterait sur la cage. Et donc, en quoi l'aide au docking du ROV pourrait aider à réduire, je pense, ces notions de sortie d'harmonique qui répercutent. Je pense que vous pouvez voir la question, Olivier. Alors moi, je vois pas la question. Je peux peut-être faire une première réponse. Euh, alors je pense il y a pas forcément de lien entre l'impact de la houle sur la cage et le docking autonome. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a des cages qui sont soumis à euh, oui, du coup, bah, en fait, c'est aussi difficile pour des systèmes automatiques que pour des pilotes de se docker sur une cage qui a des grands mouvements verticaux. Il y a relativement peu, ou il y a une référence dans la littérature où ils ont fait une preuve de concept d'un ROV qui se docke avec des mouvements en pilotement. C'est les images que j'ai montrées avec la caméra à l'intérieur de la cage. Donc ça, c'est la référence dans le monde académique. C'est fait par des Irlandais. Et je pense que ça va être aussi difficile pour des robots de s'occuper de faire ça que pour des pilotes. Voire même, il va falloir, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, alors on n'est pas dans l'imitation du mouvement humain, mais je pense il faut que nous, théoriciens en robotique, on s'inspire parfois des pratiques humaines pour la façon dont on se dock. Euh, l'approche, euh, l'approche, on va dire, qui me semblerait, moi, naturelle, ce serait que le robot suive le mouvement vertical de la cage et se docke tout en compensant les mouvements de la houle. Alors qu'en fait, suite à des discussions avec Exile, ce que les pilotes humains font, c'est qu'en fait, ils vont essayer d'identifier la partie basse dans laquelle la cage oscille. Ils vont un peu compter combien de temps ça prend pour la cage de revenir à cet endroit-là. Et en fait, ils vont se docker plus ou moins à profondeur constante. Ils vont compter, ok, dans 3 secondes, la cage va revenir en face de moi et là j'y vais, quoi. C'est pas du tout comme ça qu'un robot, qu'on aurait envie de faire en robotique. Mais ma tendance, c'est de penser que si les pilotes humains font ça, c'est que c'est ça qui doit marcher. Donc après, il faut voir comment on peut l'implémenter en pratique. Et je pense pas qu'on pourra faire ça dans le cadre de Storm parce que c'est vraiment des approches très nouvelles, mais c'est clairement quelque chose sur lequel on va continuer de travailler. Et merci pour cette précision. Je trouve ça très intéressant, votre approche là on va presque parler de biomimétisme sur les opérateurs de guidage de ces ROV, là, donc, j'ai bien compris, calculent les oscillations et restent à hauteur constante pour aller se docker. Très bien, bah, merci beaucoup pour cette précision. J'espère que Monsieur Allaire aura bien eu sa réponse, enfin, été satisfait des précisions que vous avez apportées. Je vois que nous n'avons pas d'autres questions. Moi, j'aimerais dans ces cas-là profiter
la participation de Mathieu Glade, notamment, je pense qu'elle lui sera plus destinée. Vous nous avez bien exposé donc le positionnement de Seoul, la l'approche que vous avez avec un navire qui lui-même va être la station en fait de téléopération des ROV. Et vous avez abordé le sujet, notamment, je pense que c'était plus sur Ross, sur la notion de ces navires de déploiement des ROV qui soient autonomes et qui eux-mêmes ont des dispositifs dans ces cas-là de télécommunication auprès des téléopérateurs qui peuvent être à terre, je pense. Ma question était comment et quelle approche vous avez vis-à-vis de la notion de cybersécurité, je voulais savoir si c'était traité dans le cas, ou enfin comment c'était, parce que je n'ose pas croire que ce ne soit pas traité, et comment ça puisse être traité chez vous, et quelle est votre approche, et quels sont vos points de vue vis-à-vis de ces éléments-là, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors c'est un sujet qui est primordial, hein. C'est un sujet qui est absolument primordial. Je pense qu'on va commencer en évacuant le fantasme cinématographique. Allez-y. C'est-à-dire que régulièrement, on me dit, oui, mais si quelqu'un prend la main et fait des opérations avec ton navire autonome, bon, il faudrait vraiment, 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 vraiment énormément de capacité pour à la fois craquer la machine, mais aussi en prendre la main et la piloter. Donc, avant de voir des scénarios trop complexes dans la notion de cybersécurité, voyons-y des risques simples. Les risques simples et les choses qui se font déjà aujourd'hui, c'est par exemple du spoofing des GPS, c'est-à-dire de détruire le positionnement du navire et de lui donner un faux positionnement. Et ça marche assez bien. Ça, des étudiants arrivent à le faire. Donc contre ça, ben, on vient mettre, en fait, on fait une analyse des risques, une analyse risque par risque de tous les risques possibles, et on vient mettre de la contre-mesure. On a deux grands axes de travail pour ça. Un axe qui est un axe technologique. En gros, pour le simplifier, on met des barrières à l'entrée, on crypte nos datas, on fait en sorte que l'intrusion soit difficile. On met aussi de la robustesse technique. Typiquement, je vous ai parlé du spoofing du GPS. Et ben, on va dédoubler la fonction avec des usages de positionnement sur des fréquences différentes. On va utiliser d'autres systèmes de positionnement, que ce soit des positionnements inertiels ou des positionnements par rapport à, par exemple, on pourrait le faire avec de la triangulation sur les satellites de communication. Donc, on va utiliser des sources différentes et on va faire un peu comme dans l'aéronautique, on va observer l'anomalie. Et de l'observation de l'anomalie, on va traiter l'information en se disant non, non, une information spoofée. Donc, un premier aspect, c'est une réponse technologique et l'autre aspect, c'est une réponse en opération et avec des usages beaucoup plus opérationnels sur lesquels bah, finalement on va fixer des règles d'usage qui permettent de détecter ou qui permettent d'empêcher les éléments d'intrusion. Sur l'ensemble des deux, on répond à des exigences quasi normatives, j'allais dire normatives, mais quasi normatives, puisque les certifieurs de classe, que peuvent être des Lloyd, Bureau Veritas, DNV, ont fixé comment dire, des design rules, des règles opérantes, des règles de certification. Et dans leurs règles de certification, eh bien, il y a une règle côté, nous on certifie Bureau Veritas, c'est-à-dire il y a tout un document sur les minimums à obtenir de cybersécurité. Et donc on cherche à correspondre à cet aspect-là. Et puis, je pense après que une fois qu'on a fait ça, je vous ai dit, on protège, on fait tout pour se rendre le plus robuste possible. On fait tout aussi pour qu'en cas de défaillance critique, malgré tout, on garde des éléments de sécurité. Mhm. Et puis au-delà de ça, je vous dis, ne fantasmons pas trop ce risque-là. Dans un monde défense, il est assez réel. Typiquement, quand on exploite des robots ou des navires autonomes, dans les eaux territoriales du Nigeria, la probabilité d'être brouillé sur un navire autonome dans les eaux territoriales nigérianes, elle est quand même très 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 bas de spectre. Je vous dirais pas la même chose dans un monde défense, mais évidemment les communications sont beaucoup plus cryptées, les engins sont beaucoup beaucoup plus chers puisqu'on vient utiliser des éléments qui vont être beaucoup plus protégés. Donc il faut aussi énormément relativiser ce risque-là. Il est beaucoup plus probable
que votre entreprise, que votre laboratoire soit attaqué que de voir un navire téléopéré dans la mer Hmm. Jolie qui soit attaqué. Le, le- le pirate, l'individu malveillant va aussi se tourner vers la facilité. Ça reste un objet complexe. Voilà. Très bien, merci pour ces précisions et ces rappels un peu de bonne pratique et d'appréhension aussi du risque. J'ai bien compris qu'il y avait une notion d'évaluation du risque des enjeux, de mesures parfois palliatives ou correctives qui permettent de prendre le relais, s'il y a des notions de dégradation de signaux et autres, qu'ils soient malveillants ou pas d'ailleurs, hein, j'ai bien entendu. Donc merci pour ces précisions. Nous arrivons bientôt au terme et je vois que nous avons effectivement une question et oui, très pertinente, effectivement. On nous demande de préciser les états de mer limites potentielles et admissibles pour deux points de vue. Un, la première, c'est les opérations avec le ROV, et simplement après, quel état de mer maximum pour la tenue du navire sur zone. Est-ce que vous êtes en capacité de nous préciser ces éléments, s'il vous plaît? Je vais vous donner plus des objectifs que des éléments vérifiés, Hmm. puisque les éléments vérifiés, on pourra le dire quand on aura validé, testé l'ensemble. Le navire, il est capacitaire d'un mer 4 à la mer et à l'opération, voire mer 5 pour de la fonction où on lui demande de retourner à la maison. Donc, c'est des navires qui sont des navires de charge capables de bien passer. On a d'autres idées de design navire qui nous permettent de passer un peu différemment. Et les opérations ROV, on va plus être sur des mer 3, mer 4. Pour être clair, les demandes qu'on nous fait et qu'on nous spécifie sont plutôt du niveau mer 4. On nous dit qu'il D'accord. faudrait tenir un mer 4 sur l'opération. Alors, il y a un second truc, c'est que enfin, j'ai toujours un état d'âme avec les états de mer, un mer 1, 2, 3, 4, qui sont très très variables en fonction de la zone dans laquelle on est, de la fréquence à la mer. Mais voilà, l'ordre d'idée, c'est ça. L'ordre d'idée, l'objectif, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Je vois que nous n'avons plus de questions et nous arrivons déjà au terme de notre webinaire. Donc, je pense que il est venu pour moi le temps de vous remercier pour votre intervention, votre temps et la qualité de votre présentation. Comme je le disais, ce webinaire est enregistré. Il fera l'objet d'un replay qui sera accessible sur la chaîne YouTube de WeMake. Et que vous dire d'autre, ce sera le dernier de l'année. Je ne vais pas trop prendre les devants, mais je vous souhaiterai à tous de très bonnes fêtes de fin d'année malgré tout. Et puis sur ce, je pense que je peux en rester là. Vous remercier tous pour votre participation, vous souhaiter une très bonne journée et vous dire à bientôt. Merci beaucoup. Merci Et donc, à beaucoup. bientôt à tout le monde. Merci. À bientôt. Bonne fin de journée.